Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin des poursuites judiciaires engagées contre les leaders anglophones au Cameroun. Le chef de l'État Paul Biya espère ainsi apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le président égyptien a annoncé vouloir ralentir le taux de croissance démographique du pays. Pour ce faire, le gouvernement compte sur le renforcement du planning familial et sur le contrôle des naissances. Et puis en République démocratique du Congo, l'exportation de café ne cesse de diminuer depuis une trentaine d'années. Une chute conséquente alors que cette culture représentait près de 15% du PIB national en 1989. La décision a été prise le 30 août par le président de la République, Paul Biya. Les poursuites à l'encontre de Félix Abor, Fontem Neba, Paul Aya Abin et plus d'une soixantaine d'autres personnes ont été abandonnées. Ces leaders anglophones étaient accusés par le tribunal militaire de Yaoundé d'être impliqués dans les violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Plus de détails dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Ils sont désormais libres, Congo Félix Abor, Fontem Neba, Paul Aya Abine, les leaders de la partie anglophone du pays interpellés dans le cadre des violences survenues ces derniers mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À leur côté, 70 autres activistes. Cette décision prise par le chef de l'État Paul Biya à la veille des rentrées scolaires émane de la volonté des pouvoirs publics d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants des deux régions. Le chef de l'État a estimé que dans le cadre de la poursuite, donc de la recherche d'une paix, négocier d'une solution à cette crise, procéder à leur élargissement devait donc participer de cette recherche. C'est donc pour cette raison que le président de la République a instruit donc les services compétents de procéder donc à leur élargissement. Cette décision pour le moins inattendue est considérée chez certains leaders de l'opposition comme étant une porte de sortie de cette crise anglophone qui dure déjà 8 mois. Nous célébrons que ces personnes soient libérées, mais que nous sommes encore très vigilants et notamment que nous estimons que c'est une étape et que le gouvernement doit continuer, démilitariser la zone et restaurer le dialogue pour que le problème dans le fond puisse être traité. On rappelle depuis octobre 2016, de nombreux mouvements d'humeur ont secoué les régions anglophones du pays, entraînant des villes mortes. Et la sécurité des biens et des personnes était menacée. Ces activistes réclamaient entre autres la traduction des textes OHADA en anglais et la création d'une section de la Common Law à la Cour suprême. Contrôler les naissances afin de mieux contrôler la démographie. Tel est l'objectif du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le gouvernement ambitionne d'informer davantage la population rurale sur les moyens de réduire les naissances, mais également sur le planning familial. Corinne Kamdem. L'Égypte s'emploie à ralentir le taux de croissance de sa population, une baisse qui passe par le contrôle des naissances et le planning familial. Les autorités ciblent notamment les zones rurales où le nombre d'enfants par famille reste élevé, en raison souvent de leurs croyances religieuses. L'université égyptienne d'Al-Azhar, lieu d'enseignement de l'islam, a d'ailleurs validé le plan du ministère de la Santé qui indique que le planning familial n'est pas interdit et contraire aux principes religieux. Si nous parlons de l'importance du planning familial, je pense que c'est l'un des sujets principaux que le gouvernement devrait commencer à traiter. D'abord, sur le plan personnel, les familles, et notamment les pères, devraient réfléchir avant de donner naissance à des enfants. Que cela rende le contrôle des naissances très important pour eux, autant que l'eau et l'air. Bien sûr, au niveau national, je pense que c'est une première étape et que nous devrions ralentir les naissances parce que nous devons limiter la croissance de la population. Cette initiative est particulièrement soutenue par le président de la République Abdel Fattah al-Sisi qui estime que la croissance démographique trop forte est un obstacle au développement. L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec 93 millions d'habitants et devrait arriver à 128 millions d'ici 2030 si le taux de fécondité de 4000 naissances pour 1000 femmes est maintenu. Je suis venue ici avant de me marier parce que ma mère m'a demandé si je voulais continuer mes études et attendre avant d'être enceinte. J'ai dit oui, alors elle m'a répondu que je devrais aller au planning familial et qu'il me guiderait pour savoir comment retarder une grossesse.
En 2016, l'Égypte a vu naître 2,6 millions de bébés selon les chiffres de l'agence de statistiques Capmas. En juillet, le ministre de la Santé égyptien a lancé l'opération Lifeline, une stratégie pour réduire le taux de natalité à 2,4 millions et permettre au gouvernement d'économiser 200 milliards de livres égyptiennes d'ici 2030. La crise qui sévit dans le Kasaï en République démocratique du Congo est la plus alarmante du pays selon le Programme alimentaire mondial. Dans cette zone, près d'1,4 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer en seulement une année. Des déplacés sujets au risque d'insécurité alimentaire. Deogracias Podo. Le Programme alimentaire mondial veut apporter son assistance à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo. L'organe onusien a notamment besoin d'une enveloppe de 17 millions de dollars pour soutenir ses opérations d'assistance d'ici décembre 2017. Dans cette région, les souffrances liées à la faim sont en hausse en raison de l'escalade des conflits, de sa persistance et des déplacements de population. Nous avons échappé aux tueries, nous avons aussi demandé à Dieu de nous protéger et de nous mettre à l'abri. Lorsque nous avons été attaqués, nous avons fui pour nous cacher dans les bois. Selon le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 8 millions de personnes sont actuellement confrontées à une situation de famine en République démocratique du Congo. Plus de 30 000 personnes ont fui la région vers l'Angola, pays voisin. Avec 3,8 millions de personnes déplacées au total, la République démocratique du Congo abrite le plus grand nombre de personnes déplacées internes d'Afrique. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de ressources sont demandées à la communauté internationale, mais les vies de ces gens valent autant que celles de toute autre personne dans une crise. La faim est en hausse ici. Si nous n'agissons pas maintenant, la situation va empirer et devenir aussi horrible que dans d'autres endroits qui ont désespérément besoin de notre aide. Selon les conclusions d'une enquête, le nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire d'urgence en République démocratique du Congo a augmenté de 1,8 million en 2016, passant de 5,9 à 7,7 millions de personnes. Afin de répondre aux besoins des déplacés dans les zones difficiles d'accès, les Nations Unies ont décidé d'intensifier leurs opérations dans la région du Kasaï notamment, et ce avec le soutien des organisations humanitaires. Toujours en République démocratique du Congo, la baisse des exportations de café de plus en plus importante. Alors que le pays arrivait à en exporter plus de 100 000 tonnes il y a quelques années, seulement 8 000 tonnes trouvent preneur ces derniers temps. Pourtant, la production de café a longtemps représenté plus de 10% du PIB national. Des détails dans le reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'était l'une des plus importantes productions agricoles du pays. Le café participait à hauteur de 15% au PIB national en 1989. Près de 30 ans après, la production nationale s'est effondrée et ne représente plus que 9 000 tonnes en exportation contre 120 000 dans le temps. Les secteurs qui attiraient des investisseurs avec plus de 300 exportateurs officiels dans les années 80 n'en disposent que d'une vingtaine à ce jour. La recherche agronomique était paralysée et il n'y avait plus de financement pour tout ce qui concernait les campagnes des achats. Parce que vous savez, le café, c'est un produit qui était d'abord consommé plus à l'extérieur, donc qui concernait les marchés. Donc pour qu'il soit important sur le marché, on doit veiller au grain, on doit veiller à la qualité. C'est dans cette usine qu'étaient traités le café et le cacao pour l'exportation. Construite sous le régime du maréchal Mobutu et confiée à l'Office zaïrois du café, aujourd'hui Office national du café, c'était à sa création en 1979 la première du genre en Afrique centrale. La léthargie dans laquelle le secteur est plongé a presque stoppé son activité. L'usine reste intacte, sauf il y a des petites pannes qu'on vient, il n'y a pas des mois de dépanner, mais l'usine fonctionne très bien. Question seulement que notre politique caféière soit améliorée pour qu'on puisse faire tourner l'usine convenablement. Plusieurs facteurs ont aussi contribué à la décroissance de cette culture. Les guerres, les frontières poreuses qui facilitent l'exportation frauduleuse, mais aussi la trachéomycose, une maladie qui s'attaque au café et dont l'éradication nécessite des moyens financiers. Cependant, selon certains experts, il faut également souligner le manque de volonté des autorités du pays. Jadis cultivé dans presque toutes les provinces de la RD Congo, le café n'est à ce jour cultivé que dans quelques provinces, notamment le Sud Kivu,
où plusieurs caféiculteurs se sont constitués en mutuelle pour assurer la survie de cette culture. Du sport à présent avec les éliminatoires en Afrique pour la Coupe du Monde 2018. Les 2e et 4e journées seront déjà décisives pour les équipes engagées dans ces qualifications. Le Maroc, qui a fait déjà 2 matchs nuls contre la Côte d'Ivoire et le Gabon, doit à tout prix s'imposer face au Mali. Les 2 pays s'affronteront ce vendredi 1er septembre. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui sont pour le moment en tête dans le groupe C, devront confirmer leur leadership lors du match contre le Gabon, qui aura lieu le samedi 2 septembre. Et enfin, les Lions indomptables, dans le groupe B, disputeront 2 matchs cruciaux face au Nigeria les 1er et 5 septembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.